suffisait que j'en parle. Donc bonjour à tous. Je me présente, je suis Frédéric Delormel, je suis délégué territorial chez GRDF, en charge des relations avec les collectivités et les parties prenantes externes. Donc nous vous accueillons ce matin avec la CCI de région et la CCI de l'Oise autour de ce webinaire basé sur les gaz verts et la décarbonation pour les industriels. Alors, quelques petites règles de fonctionnement. Je vous laisse poser les questions dans le chat au fur et à mesure des interventions. Nous y répondrons à la fin et nous pourrons réouvrir les micros également à la fin des présentations. Et puis, si les personnes qui ne prennent pas la parole peuvent également couper leur caméra, ça évitera peut-être d'utiliser de la bande passante et ça assurera, ça évitera des problèmes techniques, je pense. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer. Donc je vais laisser tout d'abord la parole à Monsieur Verdier, adjoint au directeur F3 pour la CCI de région, pour introduire cette thématique. Merci Monsieur Verdier. Oui, bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc merci à GRDF, merci aussi aux équipes de Sandrine Tanière de la CCI de l'Oise, puisque vous avez déjà fait un premier webinaire qui avait été organisé entre vous, et avec son accord, on a décidé d'ouvrir un petit peu à l'ensemble de la région cette intervention, puisqu'effectivement, elle rentre pleinement dans le cadre de REF 3, la troisième révolution industrielle. Je vous rappelle REF 3 en quelques mots, c'est un programme, une dynamique qui a été engagée en 2012, qui a été visionnaire en son temps, puisque le but, en fait, à travers des actions de décarbonation, était arrivé à une région des Hauts-de-France à l'équilibre entre la production d'énergie renouvelable et la consommation d'énergie dans ces entreprises et dans la région. Visionnaire parce que la COP nous a donné raison, puisque ça a été les objectifs qui ont été donnés. Et pour y arriver, il y a plusieurs solutions. Il y a d'abord tout ce qui est les questions de sobriété et d'efficacité. Ce n'est pas l'objectif de ce webinaire, mais il y a aussi les questions de mix énergétique. Ça nous paraît un petit peu illusoire d'arriver à décarboner l'industrie en utilisant une seule source d'énergie, mais c'est vraiment ce mix énergétique, et les gaz verts en font évidemment partie, qui arriveront et qui permettront en fait de proposer les bonnes solutions au bon moment aux industriels en fonction de leur production et en fonction de leurs besoins. Donc, en plus de cette importance du mix énergétique, c'est aussi des travaux en coopération. Donc, encore une fois, merci pour cette présentation. Je me joins à ce qu'a dit Monsieur Delormel. Si des questions sont posées, n'hésitez pas, on y répondra autant que faire se peut et on pourra revenir vers vous par la suite s'il y a besoin de précision. Merci beaucoup et bon webinaire à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Deltour, qui est référent décarbonation Hauts-de-France et Normandie chez GRDF. Benoît, c'est à toi. Ouais, merci Frédéric, bonjour à tous. Donc en effet, la question se pose, on revient sur la slide d'avant, c'est les gaz verts sont-ils indispensables? Est-ce qu'on a besoin de gaz demain? On pourrait s'en passer, on dit qu'aujourd'hui c'est une énergie grandement carbonée. Y a-t-il nécessité à le verdir ou peut-on s'en passer? Question intéressante. En tout cas, pour se projeter dans cette perspective de zéro carbone en 2050. Alors, sur le coup, on s'appuie sur différents scénarios qui montrent quoi? Qui montrent une chose déjà très importante. Aujourd'hui, on est à peu près à 450 TWh de gaz avec une part 7 TWh, maintenant un peu plus parce qu'en fait, plus ça va, plus il y a de gaz vert dans nos réseaux. Donc on est plutôt aujourd'hui à 11 Tera, donc on voit que la croissance est importante en un an. On fait à peu près x2 tous les ans sur l'augmentation de gaz vert. Aujourd'hui, on a 450 TWh de gaz. Et en fait, quelles sont nos actions de demain et qu'est-ce que montrent les différents scénarios qui sont à la fois des scénarios qui ont été faits soit par l'ADEME, soit par Negawatt, soit aussi par d'autres partenaires qu'on verra un petit peu après. Tout le monde s'accorde à peu près pour dire que la consommation demain de gaz sera entre, on va dire, 160 et 400 Tera, donc en fonction des différents scénarios, plutôt aux alentours de 200, 250. Donc déjà, il y a une première action qu'on engage, nous, GRDF, et qui est nécessaire pour l'avenir, c'est déjà des actions de sobriété, d'efficacité énergétique. Ça, c'est le premier levier de décarbonation. On fait tout pour que, du coup, les consommations soient les plus faibles possibles.
Puis ensuite, évidemment, il y a les consommations qui restent. Donc, l'idée, c'est de verdir ces consommations résiduelles. Donc, pour ça, on a différents moyens. On a différentes productions en fait, de gaz vert que d'ailleurs Adrien développera un peu plus après. Non, on revient juste sur la slide d'avance, Fred. Et en fait, on le voit là, on a à la fois aujourd'hui la, la- la production, je dirais, la plus importante, c'est la méthanisation. On est à peu près à 600 sites en France. Mais devant, on aura d'autres relais qui traiteront aussi d'autres déchets, non biodégradables, mais des déchets aussi du territoire, que seront les techniques de pyrogasification, de gazéification hydrothermale, ainsi que de méthanation. Et aussi d'hydrogène. L'hydrogène est aussi en fait un vecteur énergétique qui va permettre aussi de décarboner en fait, de décarboner le gaz demain. Et ce qu'on voit sur ce graphique aussi, ce qu'on voit tout à droite, c'est qu'en fait, est-ce qu'on a assez finalement de potentiel d'intrants, c'est-à-dire de potentiel de matière pour pouvoir en fait couvrir les consommations de demain? Et ben la réponse est oui. On a demain un potentiel qui est vraiment à minima, hein. On a vraiment on a été très précautionneux, je dirais, dans nos hypothèses. On a 420 TWh demain de potentiel en 2050. Donc on voit qu'on couvre largement les consommations de demain. Vas-y, tu peux passer à la slide suivante, Fred. Et alors, cette diapo montre plusieurs choses. Comme je vous dis, en fait, il y a différents scénarios qui ont été édités en fait en vue d'établir la stratégie à long terme énergétique de la France. Et on voit que même RTE montre, dans le scénario de RTE, donc nos collègues électriciens, montrent qu'en fait, on ne saura pas à terme électrifier en fait, les besoins énergétiques à plus de 55%. Donc il reste donc 45% en fait, d'énergie qui reste à décarboner. Et dont, dans ces 45%, la part de gaz est loin d'être négligeable. Même RTE estime en effet qu'on a besoin de 150 à 200 TWh demain de gaz pour pouvoir en fait, tout simplement équilibrer les besoins après toutes ces actions de sobriété et d'efficacité énergétique. La mégawatt montre aussi qu'on a besoin à peu près de 170 Tera. Enfin, voilà, tous les scénarios montrent qu'on a besoin en fait, de gaz demain, moindre qu'aujourd'hui, mais à peu près la moitié de ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc, à la réponse, y a-t-il besoin de gaz demain? Oui, par contre de gaz vert. C'est ce qu'on s'apprête, enfin, c'est ce qu'on justement on engendre, excusez-moi, on réalise, c'est-à-dire qu'on travaille sur les différentes productions de gaz vert, avec aussi un ordre de coût intéressant, puisque en effet, pour le scénario gaz, pour transformer, je dirais, globalement, le gaz en gaz vert, on a besoin à peu près de 10 à 15 milliards sur les réseaux gaz, ce qui est à peu près 10 fois moins que ce qui est les réseaux électriques. Donc ça montre vraiment cette complémentarité, cette option qui est vraiment intéressante demain pour verdir en fait, l'énergie en France. Fred, suivant. Ah, attends, le bouton il fonctionne plus. Hop, c'est bon. D'accord. Et donc pour ce faire, tout ça c'est les scénarios, je dirais, cette ambition qu'on a de verdir le gaz et cette nécessité. Et la question c'est aussi du coup, est-ce que c'est bien en accord, je dirais, avec les objectifs européens et français. En effet, l'Union européenne en fait, a voté un texte qui a l'objectif d'atteindre 35 milliards de mètres cubes de gaz vert en, fait, en 2030, soit à peu près 10 fois plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'ambition est très forte pour pouvoir en fait, atteindre cet objectif. Donc il y a vraiment un support, un soutien politique fort au niveau de l'Europe. Et dans la PPE, donc là c'est un texte français, il est prévu 22 TWh supplémentaires de gaz vert, donc en horizon 2023-2028. Donc voilà, on voit qu'on est vraiment sur cette courbe qu'on voit, vraiment une croissance exponentielle de l'ambition qu'on se donne sur les gaz verts pour atteindre 50 TWh en 2030. Donc les moyens sont mis et l'ambition est mise pour pouvoir en fait augmenter significativement la part de gaz vert dans nos réseaux, quoi, à moyen terme et long terme. Fred? Parfait. Merci. Merci Benoît. Et donc je passe la parole à Adrien. Adrien, on te laisse la parole. Oui. Bonjour à tous. Du coup, dans cette partie, nous allons regarder un petit peu plus les enjeux de stratégie de décarbonation spécifiquement dans l'industrie et regarder un petit peu quelle levier les gaz verts peuvent représenter justement dans cette part industrielle. Hop.
Donc, quelques éléments de contexte avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet de la stratégie française. Pour introduire un petit peu le vecteur gaz. Donc, le vecteur gaz, au niveau français, ça représente 430 TWh d'énergie primaire et 350 TWh d'énergie finale en usage gaz. Donc, la différence entre les deux, c'est le gaz qui est utilisé pour les cycles combinés, notamment pour la production d'électricité. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit sur le graphique en bas à gauche. On voit que le gaz naturel représente à peu près 20% de toutes les consommations d'énergie du pays. Le premier flux étant le pétrole, le deuxième étant l'électricité. Donc ce qu'on voit, c'est que le gaz, malgré tous les discours qu'on peut entendre dans les médias, etc., qui sont souvent assez axés sur la question électrique, il ne faut pas du tout oublier la question gaz, puisque le gaz représente quand même 20% de nos consommations d'énergie, tout confondu. C'est notre troisième vecteur énergétique. Et si on regarde sur la partie industrie, on se rend compte que l'industrie est également extrêmement importante en termes de secteur dans la consommation d'énergie en France. Vous avez du coup sur le schéma en haut à droite la part industrielle qui est de 19% aujourd'hui, et on voit que du coup l'industrie est le troisième poste également de consommation d'énergie au niveau français, derrière le résidentiel et le transport. Donc un gros poste important. Donc ce que ça dit, c'est qu'en ordre de grandeur, on ne peut pas parler de décarbonation et de transition énergétique au global si on ne se pose pas la question de l'alimentation énergétique de l'industrie et si on ne se pose pas la question de la décarbonation du vecteur gaz. Donc si maintenant on regarde un petit peu plus précisément le lien qu'il peut y avoir entre le gaz et l'industrie, je vous disais tout à l'heure que le gaz consomme à peu près 350 TWh d'énergie finale en France, enfin produit en tout cas et consommé 350 TWh. La part de l'industrie là-dedans, c'est 115 TWh, donc on voit que c'est important. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de remarquer que du coup l'industrie représente, je vous laisse faire le calcul, à peu près un tiers des consommations de gaz. Donc, c'est-à-dire que quand on parle du gaz, le premier vecteur de consommation en France, le premier usage, c'est le résidentiel, c'est le schéma que vous voyez en haut à droite, à peu près 41%. Et on voit que tout de suite, le deuxième poste d'usage du gaz en France, c'est l'industrie. Donc, il y a un lien très fort entre l'industrie et le gaz, puisque un tiers des consommations de gaz sont liées à l'industrie. Et si on prend je dirais le schéma inverse, c'est le schéma que vous voyez en bas, si on part du point de vue de l'industrie, on voit que du coup, de la part de l'industrie, on voit que le gaz, c'est la courbe qui est en gris sur ce schéma. Et on voit que du coup, le gaz dans l'industrie représente 37% des consommations industrielles. Donc 37% de l'alimentation de l'industrie se fait au travers du vecteur gaz. Ce qui fait que le gaz, en France, est la première énergie industrielle. Qu'on parle d'énergie dans l'industrie, le premier vecteur qui est utilisé, c'est le vecteur gaz. Et donc là, on voit bien qu'entre le gaz et l'industrie, il y a un lien qui est extrêmement fort, tant du point de vue de l'industrie, sur lequel le gaz est le premier vecteur, que du point de vue gaz, où l'industrie est le deuxième poste de consommation. Donc si on regarde maintenant de façon un petit peu plus précise sur la partie régionale, on voit que du coup en région Hauts-de-France, la première chose qu'on peut dire, c'est que vous voyez l'industrie consomme 80 TWh sur à peu près un mix à 200 TWh en région. Donc on est une région très industrielle, les Hauts-de-France, c'est le premier poste de consommation, le premier usage énergétique de la région Hauts-de-France, c'est son industrie. Et là on voit que du coup la consommation de gaz dans l'industrie, c'est 24 TWh. Ce qui fait que du coup, le gaz représente 35% des consommations industrielles. Donc l'industrie en Hauts-de-France, c'est 35% de gaz. Donc comme à l'échelle nationale, c'est la première énergie dans l'industrie. Quand on parle d'énergie dans l'industrie en France, en Hauts-de-France, on parle d'abord du gaz. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la réciproque, c'est-à-dire que dans les consommations de gaz en Hauts-de-France, l'industrie représente 50%, donc la moitié des consommations de gaz en Hauts-de-France permettent d'alimenter l'industrie. Et donc là, on le voit en tout cas sur la région Hauts-de-France, le lien spécifique entre l'industrie et le gaz, il est extrêmement important puisque des deux côtés, c'est le premier vecteur. L'industrie consomme d'abord et avant tout du gaz et le gaz sert d'abord et avant tout à alimenter l'industrie en région Hauts-de-France. Donc là, on voit très bien le lien très spécifique du lien industrie-gaz qui va du coup déterminer un peu ce qu'on peut faire en termes de décarbonation. Donc, si on regarde maintenant un petit peu l'industrie et les stratégies de décarbonation qu'on peut mettre en place, comment on fait du coup pour décarboner l'industrie? À l'échelle du coup du pays, à l'échelle de la France, je repréciserai après pour les Hauts-de-France, on est sur une base de 320 TWh d'énergie consommée dans l'industrie, tout vecteur confondu. Le gaz qui représente du coup 115 TWh, l'électricité, le charbon, le pétrole, les bioénergies, etc.
Et donc, comment on fait du coup pour décarboner ces 320 TWh d'énergie pour rendre l'industrie zéro carbone? La première stratégie, elle est assez connue, c'est faire de l'efficacité énergétique, donc c'est-à-dire améliorer les process pour qu'ils consomment moins. Donc, ce que vous voyez sur le graphe en haut à droite, c'est l'évolution de l'intensité énergétique de l'industrie. Donc, on voit que depuis l'an 2000, globalement, on a gagné à peu près 20% d'efficacité énergétique. On est 20% plus efficace pour produire les mêmes produits. Donc, ça, c'est la première piste. Et on voit que la stratégie nationale bas carbone, au travers du petit texte que je vous ai mis, prévoit de gagner à peu près 30% à l'horizon 2050 d'efficacité énergétique. Donc l'idée, c'est de réduire de 30% nos consos, simplement en étant plus efficace dans notre manière de produire en France. Donc ça, c'est le premier levier qui est dans la stratégie française. C'est pas le seul. Si on poursuit, on voit qu'ensuite, on a un enjeu de substitution. Donc, une fois qu'on a fait un peu de sobriété et surtout de l'efficacité énergétique, on voit que sur les 320, il nous reste 224 TWh d'énergie. Et donc, comment la stratégie française prévoit d'adresser de réduire ces 224 TWh d'énergie? Principalement, là, du coup, sur une partie qui va être la substitution. Donc, on va avoir deux axes. Le premier, ça va être l'électrification de l'industrie, à hauteur à peu près de 70%. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électrification dans l'industrie, l'ordre de grandeur est autour de 35-40%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 35 à 40% de la consommation d'énergie dans l'industrie qui se fait au travers du facteur électrique. Donc, la stratégie française là-dessus est assez claire. L'idée, c'est de se dire, on essaye de passer de 35-40% jusqu'à 70% pour électrifier l'industrie. Mais ce n'est pas le seul vecteur. L'autre vecteur qu'on peut retrouver aussi, c'est la valorisation de la chaleur fatale et l'utilisation de packs haute température pour à peu près 10 Tera. Donc une fois qu'on arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qui nous reste? On a électrifié, on a fait de l'efficacité énergétique, on a récupéré de la chaleur fatale. Il nous reste à peu près 50 TWh d'énergie qu'il faudra bien qu'on adresse aussi, qu'on règle pour pouvoir atteindre une décarbonation totale. Donc là, on pourrait se dire, ces 50 TWh d'énergie, on pourrait du coup poursuivre ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire terminer d'électrifier l'industrie pour faire 100% élec en industrie, avec un petit peu de chaleur fatale pour régler la question. Le problème qu'on va avoir sur l'électrification dans l'industrie, il va être de deux niveaux. Le premier sera technique, c'est-à-dire que le vecteur gaz en tant que vecteur molécule, en tant qu'usage gaz en tant que tel, est nécessaire à certaines activités spécifiques. On peut parler du contrôle process. Le gaz est extrêmement modulaire, donc c'est extrêmement pratique de réguler des enjeux thermiques, de réguler aussi des niveaux thermiques au travers du vecteur gaz, qui n'est pas aussi simple au niveau de l'électricité. On peut parler notamment de certains process qui utilisent des très hautes températures, notamment tout ce qui est verrerie, qui va avoir besoin justement d'un contrôle fin que ne peut pas forcément apporter l'électrification. L'autre aspect étant qu'il y a aussi quelques interactions chimiques qui peuvent se produire dans les réactions industrielles au travers du vecteur gaz qui peuvent être intéressants. Donc la première limite, elle est technique. La deuxième limite, elle va être énergétique, c'est-à-dire de se dire, en dehors du fait que certains process industriels ont besoin du vecteur gaz pour fonctionner, la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on va avoir suffisamment d'électricité? Est-ce qu'on aurait suffisamment d'électricité pour aller au bout d'une électrification complète de l'industrie? Et là, la réponse est quand même plus mitigée. C'est ce qu'on va voir juste après. Hop là, pardon. Voilà, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu le mix électrique, qu'est-ce qu'on peut voir en termes de mix électrique en France? Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est regarder déjà l'usage, la production, on peut regarder la production. Donc la première source de production d'énergie en France, c'est le nucléaire. Et vous avez du coup sur les schémas en haut à droite l'évolution du mix nucléaire qui est prévu par RTE dans la totalité de ces scénarios. Donc là, on est sur vraiment le réseau de transport d'électricité. Ce qu'on voit en jaune clair, c'est globalement la part historique du nucléaire qui est amenée à décroître. Et ce que vous voyez en jaune plus foncé qui tend sur le marron, sur tous les schémas à droite, c'est le développement des EPR en France qui permettront justement d'apporter des nouvelles productions. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de noter que même si la part du nucléaire pourrait être maintenue dans le mix énergétique à horizon 2050, et c'est du reste plutôt la stratégie portée par l'État français actuellement, dans aucun des scénarios d'RTE, la part du nucléaire augmente dans le mix français. Au mieux, elle stagne, c'est le scénario tout en bas à droite que vous voyez, où elle est à peu près stagnante à horizon 2050. Mais dans tous les cas, du coup, la part du nucléaire est plutôt stable, voire décroissante. La deuxième source d'énergie pour produire de l'électricité en France étant du reste l'hydroélectricité, c'est la deuxième. Et donc là, vous voyez le schéma en bas à gauche avec la part de l'hydroélectricité en France. Le petit problème qu'on a sur l'hydroélectricité, c'est que la capacité installée de barrages en France est quasiment totalement valorisée. 95% du gisement de barrages en France est valorisé.
L'autre problème qu'on a, c'est que ça va être très sensible aux enjeux hydriques, notamment de sécheresse, de fonte des glaciers, etc. Et vous voyez que sur la sécheresse historique qu'on a connue en 2022, la production hydraulique était de 46 TWh, là où en moyenne, sur les décennies précédentes, on était plutôt autour de 70. Et donc, on a une décrue qui pourra se produire aussi sur l'hydroélectricité, qui sera dépendante des conditions climatiques qu'on peut difficilement prévoir. Donc, à l'historique, le nucléaire et l'hydroélectricité seront globalement stables, voire légèrement décroissantes. Mais si on regarde maintenant plutôt la partie consommation, qu'est-ce qu'on voit en termes de consommation? On voit l'émergence de l'hydrogène qui va pouvoir représenter à peu près 50 TWh de production de consommation d'électricité à horizon 2050 dans le scénario RTE. Si on prend l'industrie, là vous voyez l'électrification, on retrouve le 115 que je vous avais mentionné sur le gaz, c'est à peu près le même ordre de grandeur sur l'électricité. On peut passer à 180 TWh d'électricité, donc on augmente la consommation d'électricité dans l'industrie, c'est l'électrification que j'ai mentionnée. Mais on retrouve exactement la même chose dans le transport. On passe de 15 à 100 TWh. Le tertiaire, on passe de 130 TWh à 110, donc là on décroît un petit peu. Et les résidentiels, à peu près la même chose, on décroît un petit peu, puisque là on fait un peu d'efficacité. Donc le tertiaire et le résidentiel seront à peu près stables. Mais le transport, l'industrie et la production d'hydrogène seront vraiment en croissance en termes de vecteurs pour la consommation d'énergie. Et donc, si on fait les calculs, si on fait un petit peu les mathématiques, on se rend compte que si le nucléaire et l'hydroélectricité sont stables, voire décroissants, et que dans le même temps, nos consommations d'électricité, l'électrification croît dans la plupart des secteurs, ça veut dire que les autres moyens de production d'électricité, donc l'éolien et le solaire, doivent croître pour à la fois pallier à la décrue du nucléaire et de l'hydroélectricité et à l'augmentation des consos. Et donc l'ordre de grandeur, sur l'éolien, c'est une multiplication entre 3 et 7 de la capacité installée offshore et onshore. Et sur le solaire, c'est une multiplication entre 7 et 21 de la capacité installée en France. Sur à peu près la même période, puisqu'on arrive bientôt à l'horizon 2025, on a lancé la transition énergétique en grande pompe depuis à peu près les années 2000. Donc, c'est-à-dire que sur la même plage de temps, il faut qu'on fasse globalement entre 3 et 7 de plus sur l'éolien et entre 7 et 21 de plus sur le solaire. Et donc, l'électrification aura aussi des limites. Alors, c'est un vrai vecteur de décarbonation et on le voit que c'est stratégique pour l'industrie. Mais il ne faut pas oublier que l'électricité va être une ressource assez rare et qu'il va falloir qu'on puisse aussi la répartir sur les différents secteurs. Et donc, à la fois pour les limites de capacité de l'électrification du pays que pour les limites techniques, on se J'ai rend vu ton compte mail, que Christian. Merci pour la réponse. on se rendra compte. J'essaie de t'aider. J'ai bien compris excusez-nous. que t'étais un peu Ouais. Ouais, est-ce que vous Il y a un pourriez micro. couper vos micros, s'il vous plaît? Ouais, merci. On a perdu la présentation. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Hop, revenu? là revoilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, je disais un certain nombre de limites à l'électrification. Et donc, si on poursuit, si on poursuit par la suite. Hop là. Voilà, super. On voit que du coup, le vecteur gaz, à ce titre-là, pour décarboner les usages spécifiques du vecteur gaz, plus assurer un peu un appui à l'électrification, on voit que dans la stratégie française, il reste toujours 50 TWh de gaz dans l'industrie en 2050. Donc c'est ce que vous voyez, là, c'est la stratégie nationale bas carbone. Vous voyez la décrue des consommations du gaz, on voit que le gaz diminue, on voit qu'il y a différents secteurs qui continuent de l'alimenter, et que l'industrie représente 50 TWh de gaz à l'horizon 2050. La vision qu'on a, nous, au GRDF et Pôle Énergie, pour les études qu'on a pu faire sur la vision Hauts-de-France, c'est à peu près 16 TWh qui sera nécessaire en Hauts-de-France pour alimenter l'industrie en 2050. Donc les gaz verts, à ce titre-là, sont un pilier secondaire par rapport à l'électrification, en ordre de grandeur, il faut dire les choses, mais qui est nécessairement indispensable pour décarboner l'industrie, puisqu'il faut bien qu'on atteigne à cette décarbonation complète. Et donc à ce titre-là, les gaz seront un complément, un appui, un soutien à l'électrification et à l'efficacité énergétique. Et donc si on n'a pas de gaz vert pour décarboner l'industrie, globalement, l'industrie ne sera pas complètement décarbonée. Et donc il est absolument indispensable qu'on ait du coup ces ressources de gaz vert pour alimenter ces 50 TWh de gaz dans l'industrie à horizon 2050. Et donc la question, c'est ces fameux gaz verts, comment on les produit, quelles ressources on peut avoir en région, et qu'est-ce qu'on peut faire de façon intéressante. La Et transition donc est ça, toute c'est la trouvée. suite, que je vous Parfait. précise juste après. Donc le focus sur les technologies de production. Donc là, vous en retrouvez 3 qui vont être intéressantes. Vous avez la méthanisation. Alors la méthanisation, pour reprendre un peu le principe, retenez que c'est à peu près comme l'estomac d'une vache, c'est-à-dire que l'estomac, quand elle digère, elle digère la matière organique qu'elle va pouvoir avoir dans son estomac.
En la digérant, elle va avoir un certain nombre de bactéries méthanogènes qui vont lui permettre de digérer la cellulose, qui vont l'amener à Oui. rôter du méthane. Et vous connaissez tous Oui. ce fameux Oui, sujet bonjour. des vaches qui rotent du méthane et qui posent un Oui. certain nombre de problèmes pour le climat. L'intérêt, c'est que du coup, ici, on peut le faire de D'accord. façon technique, de le mettre à l'intérieur d'un digesteur, Oui, et donc de elle pouvoir m'a récupérer ces dit. Il y a productions de encore un méthane. micro d'ouvert. Est-ce que vous Oui, pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? oui. Merci beaucoup. D'accord, on va venir la chercher. Bon, on n'entend pas. Hop. Oui. Vas-y, Adrien, pardon. Je poursuis. Du coup, intéressant, donc la méthanisation, à ce titre-là, permet de produire du gaz au travers de résidus notamment agricoles. Et donc là, on voit la part de l'injection de biométhane dans le mix qui est croissante. Et donc globalement, c'est représenté de façon technique le processus biologique de l'estomac d'une vache qui nous permettent du coup de produire du gaz. Donc on voit qu'à 2021, on était à 4 TWh injectés dans les réseaux de biométhane. On est à bien plus aujourd'hui en 2023. Donc c'est une tendance très en croissance, comme a pu le présenter Benoît. Donc ça, c'est la technologie mature qui est représentée en France. On va en avoir de suite deux autres qui sont plus innovantes. La première, c'est la pyrogasification, qui va permettre globalement de récupérer, de produire du gaz au travers de ressources ligneuses sèches, donc plutôt du bois de palette, certains déchets, etc., pour aller produire du gaz. Retenez qu'en fait, c'est un peu comme une combustion. Quand vous chauffez une bûche de bois pour la brûler et que vous mettez de l'oxygène, globalement, la bûche brûle, génère une combustion et tous les gaz de combustion issus du bois sont directement brûlés pour produire de la chaleur. Retenez que si vous faites exactement la même chose, mais sans oxygène, globalement, vous chauffez votre matière. La matière, du coup, va se gazifier, va passer à l'état gazeux. Mais vu que vous n'avez pas d'oxygène, vous n'avez pas de réaction de combustion, là, vous pouvez récupérer les gaz qui en sont issus, qui sont du coup du méthane, de l'hydrogène, du CO et du CO2. Et donc ce méthane principalement et cet hydrogène vont pouvoir être réutilisés pour justement fournir des gaz verts et contribuer à la décarbonation du pays. Donc ça, c'est la deuxième grande technologie qui se développe. Et là, vous voyez la carte en France de tous les projets qui sont en émergence. Donc elle est moins mature que la méthanisation, mais c'est une technologie qui se développe beaucoup pour justement fournir de l'énergie et du gaz. Sachant qu'Adrien, je me permets un complément, sachant qu'il va y avoir Oui, un appel à projet qui va être lancé là très prochainement, début 2024, pour pouvoir justement soutenir en fait cette technologie. Donc, oui. bon, faut avoir déjà un peu pensé le projet, mais si ça vous intéresse, c'est possible d'y répondre et d'avoir du coup un soutien financier pour pouvoir lancer ces types de projets. Oui. Si je termine du coup rapidement, du coup sur la dernière technologie qu'on va avoir, qui est la plus prometteuse, qui est un peu innovante, dont on peut parler puisqu'elle est actuellement en phase de maturation industrielle, c'est la gasification hydrothermale. Donc en fait le principe est assez simple, on prend de la matière humide, ça peut être des bouts de stations d'épuration, des digestats de méthanisation, des bouts de dragage, etc., des effluents agricoles. Et en fait, on va les mettre à conditions supercritiques, donc c'est-à-dire qu'on va monter à 200 bars de pression et autour de 500 degrés. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à ces températures-là, l'eau va passer à ce qu'on appelle l'état supercritique. Et en passant à l'état supercritique, elle va avoir les propriétés chimiques et physiques à la fois de l'eau et du gaz. Ça peut être un état très particulier. Cet état-là, en fait, va permettre de dégrader toute matière organique qui va s'y trouver pour la redescendre à l'état quasi moléculaire sur les molécules les plus essentielles. Et donc, les molécules les plus essentielles dans ce cas-là, c'est le méthane, l'hydrogène, le CO et le CO2, au même titre que la pyrogasification. C'est un petit peu une pyrogasification en voie humide, la gasification hydrothermale. Et donc, ça va nous permettre de produire du méthane de synthèse à partir de bouts de stations d'épuration et autres. Et donc, tout ça est une technologie qui est aujourd'hui innovante, mais qui est particulièrement développée avec déjà des pilotes industriels qui se développent. Et l'idée, c'est que cette technologie-là pourra compléter la méthanisation et la pyrogasification comme moyen de production de gaz vert. Donc, si on regarde un petit peu le potentiel maintenant en termes de décarbonation, ce qu'il faut bien retenir là-dessus, c'est que toutes ces ressources fonctionnent avec des bases biomasse, que ce soit la méthanisation, la pyrogasification ou la méthanation. L'intérêt, c'est que cette biomasse, si elle est gérée durablement, elle va produire ce qu'on appelle un CO2 biogénique quand on va la brûler, c'est-à-dire que quand on va brûler le gaz, on va produire un CO2 biogénique. L'idée, c'est quoi derrière ce CO2 biogénique, qui est un concept qui a été créé par le GIEC, le Groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. C'est que globalement, pour pousser, les plantes qu'on va retrouver derrière dans la matière organique qui sera utilisée utilisent la photosynthèse pour croître
Et donc, la photosynthèse, c'est la captation du CO2 dans l'atmosphère pour pouvoir faire de la matière organique et faire pousser les plantes avec l'aide du soleil. Donc, c'est ça la photosynthèse. L'idée, c'est que du coup, si on a des systèmes agricoles ou des systèmes forestiers ou autres qui sont renouvelables et résilients, quand je produis du coup de l'énergie à partir des résidus agricoles, que je produis un méthane, que je le brûle et que je réémets du CO2, si j'ai replanté derrière les cultures qui m'ont permis d'alimenter mon méthaniseur, ce CO2, en l'occurrence, va être réutilisé dans la photosynthèse des plantes en entrée, qui va derrière redévelopper la matière organique que je vais pouvoir remettre dans mon éthaniseur, etc., etc. Et donc, on a bien une boucle fermée, contrairement aux énergies fossiles qu'on prend dans le sous-sol, qu'on relargue dans l'atmosphère et qui ne sont pas renvoyées dans le sous-sol. Et donc, l'intérêt, c'est que c'est un vrai gain en termes de décarbonation. Le gaz naturel classique émet 227 grammes de CO2 équivalent, donc c'est la quantité de gaz à effet de serre par kilowattheure d'énergie. La méthanisation, c'est entre 16 et 44 grammes de CO2, donc en moyenne 5 fois moins. Et la pyrogasification ou la gasification hydrothermale, les analyses qu'on en voit sont plutôt autour de 50-65 grammes de CO2 par kilowattheure, donc là également 4 à 5 fois moins que le gaz naturel. Donc c'est des vraies énergies en termes de décarbonation. Les émissions associées, du coup, sont plutôt liées au support, c'est-à-dire la construction de l'unité, l'opération, le transport des camions qui vont amener la matière ou qui vont retransporter les digestats, mais pas le process en tant que tel, puisque justement, comme je vous l'expliquais, le CO2 produit est biogénique. L'intérêt spécifique là-dessus, c'est que du coup, puisque ce CO2 est biogénique, le biométhane, il est considéré comme neutre dans la nomenclature EUETS, donc qui est les taxes carbone, les taxes carbone que vont payer l'industrie française ou européenne, justement parce qu'à la combustion, le bilan carbone est neutre, il n'y a pas d'émissions liées à cette activité pour cet aspect biogénique, les émissions étant liées uniquement au fonctionnement et à l'alimentation principalement des unités via camion. Et donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que du coup, c'est un vrai levier de décarbonation pour l'industrie. Pourquoi? Parce que si j'utilise du biométhane, qui soit issu de méthanisation, de pyro ou de gasification hydrothermale pour faire fonctionner mon usine, au sens de la nomenclature européenne, on considère que mon usine est complètement décarbonée quand j'utilise ce gaz-là. Et donc, si on regarde maintenant un petit peu les potentialités en région, vous avez d'ici, du coup, la carte en haut à droite qui est plutôt les potentialités en termes de méthanisation par territoire. On pourrait produire à peu près 15 TWh via méthanisation. La gasification hydrothermale, c'est à peu près 8,3 TWh. C'est la carte que vous voyez en bas en termes de potentiel, et la pyrogasification autour de 7 ou 8 TWh, ce qui fait un potentiel à horizon 2050 en région sur ces trois technologies de l'ordre de 32 TWh. Et donc, si vous vous souvenez bien de ce que je vous avais dit sur les Hauts-de-France, on s'était dit qu'il faudrait à peu près 16 TWh de gaz renouvelable pour alimenter l'industrie en région en 2050. On voit que du coup, le potentiel régional, il est double. Donc, les gaz verts qu'on pourra produire en région pourront non seulement alimenter l'industrie et permettre de complètement la décarboner à horizon 2050, mais aussi d'alimenter d'autres secteurs, le transport, le résidentiel, le tertiaire, voire éventuellement l'exporter pour d'autres régions françaises s'ils ont des besoins d'alimentation. Donc, si on résume tout ça en un schéma, l'idée est bien de se dire qu'à l'échelle de l'industrie, il y a un lien très fort entre l'industrie et le gaz. La manière de décarboner l'industrie, c'est donc de faire de l'efficacité énergétique, de récupérer un peu la chaleur fatale, d'électrifier les process. Et pour conclure et pour vraiment clouter la fin de la décarbonation de l'industrie, c'est bien d'aller vers les gaz verts que je vous ai présentés pour finir de décarboner l'industrie, en sachant que le potentiel de gaz vert, à la fois sur son potentiel de décarbonation et les productions qu'on pourrait avoir en région, sont suffisantes pour alimenter l'industrie à horizon 2050 en région. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Adrien. On va maintenant redonner la parole à Benoît pour nous présenter les différents mécanismes de fléchage des gaz verts pour décarboner justement l'industrie. Voilà, Adrien va l'expliquer, hein, il y a largement assez de gaz vert à terme pour décarboner. Maintenant, pratico-pratique, comment fait-on? Comment en fait on achète du gaz vert? Vas-y Fred. Bon, je le répète, hein, c'est vrai que la communication, c'est l'art de la répétition, mais on préfère remarteler le message. Tout d'abord, on réduit les consos. Une fois qu'on a des consos résiduels, du coup, on essaye de les verdir. Alors, par quel moyen? Par acheter de la garantie d'origine, ou alors contracter un BPA qui est aussi fait un transfert de garantie d'origine. Vous allez me dire, qu'est-ce que la garantie d'origine? Vas-y, Fred. Une garantie d'origine, c'est quoi? C'est en fait un titre qui est émis à chaque fois que vous produisez en fait 1 mégawattheure d'énergie verte, et qui permet en fait de faire du trading ensuite de cette garantie d'origine, de céder cette garantie d'origine quand vous le produisez à celui qui va en consommer. Ça permet du coup d'avoir une traçabilité en fait de la production de gaz vert et de l'achat de gaz vert.
Vas-y, tu peux passer à la suite. Alors, le prix de la garantie d'origine, du coup, elle est variable en fonction des pays, en fonction du besoin aussi de décarbonation. Aujourd'hui, en France, on a des prix plutôt aux alentours de 10 €. Au Royaume-Uni, c'est un peu plus élevé. D'ailleurs, dans les pays en Allemagne, en Suisse, on a même des prix bien plus élevés. Mais globalement, en France, aujourd'hui, on est entre 10 et 15 €. Ce qui devrait être conservé dans les années à venir. Enfin, après, le marché s'ouvre au niveau de l'Europe à partir du 15 janvier 2024. Cela dit, on constate que pour les garanties d'origine qui sont produites en fait en France, on aura un prix à peu près similaire en Europe. Enfin, c'est un peu de choses près, quoi. Peut-être un peu plus élevé, entre 15 et 20 €, mais voilà, ça devrait rester dans ces ordres de grandeur, quoi. Et vous avez une source d'ailleurs, Origo, qui permet en fait de tracer tout ça. Pardon. Non, vas-y, juste anticipe un petit peu. J'essaie de rattraper le temps. Ouais, je vais essayer de faire plus court aussi. Donc on l'a vu, hein, c'est la vertu en fait de ce biogaz, de ce biométhane, c'est bien évidemment d'avoir un facteur d'émission bien moindre, hein, ça c'est tout l'intérêt. Et je dirais qu'il est même très intéressant, c'est que dans le scope 1, en fait, dans votre scope 1, en achetant des garanties d'origine, donc en achetant du biométhane, le facteur d'émission est même considéré comme nul. Donc en fait, c'est voilà, comme le disait Adrien, si vous achetez en fait du biométhane, globalement, en tout cas dans le scope 1, vous décarbonez totalement, quoi. On va passer pour la suite, Fred. Donc si on constitue finalement le prix, c'est quoi finalement le prix du gaz vert? C'est le prix du gaz naturel. Aujourd'hui, il est plutôt aux alentours de 40-45 €. On sait qu'à terme, ça va baisser parce que c'est encore dû à un contexte un peu inflationniste, dû notamment à la crise ukrainienne. On a plutôt une tendance vers les 30 € du mégawattheure. Donc vous rajoutez, allez, je dirais au maximum 20 € du mégawattheure. Vous avez donc du gaz vert à 50 € du mégawattheure. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant versus en fait, je dirais une autre énergie verte. Donc c'est plutôt une énergie qui est à la fois verte, pertinente, flexible et quand même à prix assez intéressant. Vas-y, Fred. Alors, pour se sourcer en garantie d'origine, différents moyens. Tout d'abord, en fait, se créer un compte sur le registre des garanties d'origine. Hier, en fait, c'était accessible uniquement en fait, aux fournisseurs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient verdir son gaz qui passait par leur fournisseur, ce qui est toujours possible. Vous pouvez toujours vous adresser à votre fournisseur pour en fait acquérir des garanties d'origine et verdir votre gaz. Vous pouvez aussi vous sourcer directement en fait sur le registre des garanties d'origine, avant ce qu'on appelait le compteur acheteur, donc fournisseur qui n'existe plus. Et qui permet en fait finalement de décorréler en fait l'achat de gaz avec l'achat de garantie d'origine. Donc ça peut être intéressant. Et il y a aussi des mandataires ou des brokers, hein, qui sont aussi en capacité de vous en proposer. Voilà, je peux passer. Alors, comment c'est reconnu ces garanties d'origine? En fait, tout dépend de comment elles sont produites. Si elles sont produites par un site qui est soutenu par le tarif d'achat de l'État, qui est soutenu par l'État financièrement, il y a une part des garanties d'origine qui peuvent être en fait utilisées dans la décarbonation. Et cette part, c'est 36 % des garanties d'origine produites en France. Par contre, si c'est un site qui est complètement, je dirais, autonome financièrement et qui vend, je dirais, son gaz à un consommateur, sans être soutenu par le tarif de l'État, dans ces cas-là, c'est 100 % des garanties d'origine qui peuvent être en fait utilisées pour décarboner. Vas-y, la suite. Et voilà le deuxième mécanisme, hein, ce qu'on appelle les BPA. Alors BPA, ça veut dire quoi? C'est Biomethane Purchase Agreements. Donc en fait, c'est tout simplement des contrats de gré à gré entre un producteur de biométhane et un consommateur, soit en lien direct, soit en lien moins direct, en passant par un fournisseur. La différence, c'est que le fournisseur, en fait, a déjà cette aptitude, en fait, offre en fait une prestation d'équilibrage de réseau. Puisqu'en fait, quand vous injectez sur notre réseau ou vous prenez du gaz, il a besoin que, de façon quotidienne, on équilibre en fait les quantités. Et ça, c'est une prestation qui peut être aussi prise soit par le producteur, soit par l'industriel consommateur. Ce qui se fait dans certains cas. C'est un contrat de gré à gré. L'avantage, c'est que le gros avantage, c'est qu'en fait, du coup, le producteur a besoin d'une vision long terme. Souvent, le consommateur, justement, pour se préserver en fait, des aléas à venir, comme on a pu le connaître dernièrement, souhaite aussi avoir une vision long terme en fait, de ses achats.
Monsieur Rossini d'ailleurs en parlera. Et donc ça permet, voilà, ça permet d'avoir un prix fixé, je dirais, dans le contrat, donc stable, ou alors en tout cas négocié, avec une négociation sur la formule d'indexation, mais en tout cas quelque chose qui vous sécurise en fait sur une longue durée et qui permet de décarboner en fait votre énergie gaz. Et puis une autre façon aussi de se décarboner, hein, qui est pas sur le scope 1, mais qui est le bio-GNV. Je ne sais pas si vous y pensez, on voulait faire un petit rappel, hein, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant aussi de passer au bio-GNV avec un facteur d'émission vraiment très bas et un prix qui est comparable, voire un peu moindre en fait au diesel. Donc on est voilà, vraiment sur une énergie vertueuse pour le transport, quoi. Super. Merci Benoît. Voilà, j'essaie de rattraper un peu le retard. C'est Je parfait. laisse la parole sur aussi. C'est parfait. Donc, on va laisser maintenant la parole à Monsieur Rosini pour nous partager la stratégie de décarbonation de son entreprise. Voilà. Merci pour l'invitation. Je vais essayer de faire rapide aussi, efficace et rapide. C'est bon, Donc voilà, vous avez le temps. C'est vrai? Bon, magnifique alors. Donc, je me présente, Julien Rossini, je suis directeur des établissements BOCAU, donc qui est filiale du groupe Eiffage. Et forcément, donc on a une trajectoire carbone qui est importante parce qu'on fait partie des 140 des plus gros émetteurs français. Donc à ce titre, on a un suivi particulier. Donc juste très rapidement, quelques chiffres clés pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Donc BOCAU, c'est une entreprise qui date depuis 1872, qui faisait des pavés, pierres de taille, donc une belle carrière, 118 personnes, 60 millions de chiffre d'affaires. Et on fait deux types de produits. On fait du granulat pour les routes et les bétons, donc 2 500 000 tonnes de granulat par an. On fait partie des plus grosses carrières du coup de pierres françaises. Et on est également chaud-fournier parce que notre roche, donc elle est très pure qualitativement. C'est un ancien récif de corail. Et donc, grâce à cela, on est capable de venir chauffer cette pierre calcaire. Et en la chauffant, eh bien, on va la transformer chimiquement pour en faire de la chaux. Donc, le chaux, on en fait 120 000 tonnes par an. Donc, pour que vous ayez les ordres de grandeur, donc 2 500 000 tonnes de granulat par an, c'est comme si nos clients construisaient 8 000 maisons chaque année. Et pour la part chaux, comme nos plus grands clients, c'est la sidérurgie, eh bien, c'est comme si nos clients recyclaient tous les jours la Tour Eiffel. Parce que la chaux, elle est utilisée dans le cadre du recyclage de l'acier notamment, avec nos gros clients qui sont dans les top aussi émetteurs de CO2, notamment ArcelorMittal, qui est notre plus gros client. Donc voilà pour le petit focus rapide. Donc nous, en termes d'objectifs, eh bien, on en a deux gros, hein, qui sont les mêmes pour tout le monde, celui en 2050 qui est la neutralité complète, mais on a un premier top en 2030 qui est de baisser nos émissions de moins 46%. Donc objectif qui nous est donné par le groupe, mais aussi objectif pour lequel on a une grande conviction, donc ça tombe bien. Donc tous ces objectifs-là, ils sont mesurés en 2019, on a fait la mesure complète, nous, de l'ensemble de nos émissions. Et donc, c'est de ça qu'on va parler un petit peu ensemble, hein. Donc, il y a 5 grandes familles. Et le webinaire, c'est notre deuxième famille, c'est la partie gaz naturel. Donc, nous, il y a un petit focus particulier. Si on peut passer au slide juste après, j'explique chacune énergie. Voilà. Donc, on a le CO2, qu'on parle de décarbonatation. Ça, c'est la réaction chimique. Donc, ma pierre calcaire, lorsque je la chauffe à 1000 degrés pour en faire de la chaux, eh bien, je vais libérer le CO2 qui était emprisonné à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas éviter. Donc une seule solution pour ce fameux CO2, c'est je dois le capter, je dois le valoriser, mais le potentiel de valorisation est pas énorme. Donc souvent, on va entendre parler de séquestration du CO2. C'est là où la plupart des chauffourniers y veulent aller, parce que celui-là, eh bien, on ne va pas pouvoir le substituer par autre chose, et c'est le gros bébé, hein, c'est le gros paquet d'émissions de la société. On parle de plus de 80 000 tonnes de CO2. Le deuxième, eh bien, c'est la part de gaz naturel, parce qu'aujourd'hui, nous, pour cuire la pierre, eh bien, on va utiliser le gaz naturel qu'on achète, et on a aujourd'hui 25% de ce gaz qui est de la garantie d'origine, donc on est en gaz vert sur un quart. Hein, donc aujourd'hui, contrat qui date depuis 2021, qui va courir jusqu'en 2030. Au départ, plus par conviction que par valorisation financière, parce qu'on ne récupérait pas grand-chose là-dessus. Mais bon, par contre, on sait bien que c'est ce vers quoi il faut aller. Donc gaz naturel pour la combustion et pour le chauffage des bâtiments. Le GNR, donc c'est le gazole non routier, c'est la consommation de nos engins de chantier, donc parce qu'on a des gros engins sur site, hein, donc chargeuses, tombereaux, pelles, etc. Et pour l'alimentation, des quelques groupes électrogènes qu'on avait encore en 2019, mais qu'on n'a plus aujourd'hui. L'électricité,
qu'on va utiliser pour l'ensemble de nos installations, parce que forcément, donc une carrière, donc on va briser la pierre, on va la remonter, on va la transporter, et puis on va la casser de plus en plus petit, et donc tous ces concasseurs et ces broyeurs, ça va consommer de l'électricité. Et enfin, le gasoil, c'était pour nos anciens véhicules de service. Mais bon, aujourd'hui, on va passer, donc là, ici, fin 2023, on passe full électrique sur l'ensemble de nos véhicules. Donc, ça y est, on a déjà atteint notre plan dans le cadre de cette dernière énergie. J'en aurai plus que 4. Voilà. Donc voilà donc le panel de l'ensemble de nos énergies. Ce que je voulais partager avec vous, ben, c'était un extrait de notre plan de décarbonation. Pourquoi? Parce que c'est un plan qui est ambitieux, mais donc c'est plein d'opportunités. Et je vous le mets tel quel, donc avec des extraits parce il est plus gros normalement et il y a plus de colonnes avec les chiffres en face. Mais l'idée là, c'était vraiment de partager avec vous quelle était notre ambition et notre direction. Donc, je vais le passer en revue rapidement. Donc, au niveau du pilotage carbone, nos premiers axes, ça va être forcément de renforcer nos outils de mesure, qu'aujourd'hui, on parle carbone aussi facilement que de parler de térawattheure. Enfin, nous, on était plutôt en gigawattheure. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'avoir ce discours et de le comprendre, de définir une organisation de ressources humaines qui est centrée autour de cette problématique et de cette opportunité, donc autour d'un carbone manager qui va piloter notre plan à plein temps. Et ensuite, par type d'énergie, eh bien, on va avoir des actions qui sont spécifiques et je vais dire qui sont de plus en plus puissantes, plus on descend dans le bas des puces. Donc, avec du renouvellement d'éclairage par de l'éclairage faible émission, des campagnes de détection et de réparation de réseaux pneumatiques, du renouvellement de moteurs par des moteurs à faible émission. Donc là, on est clairement dans l'efficacité. Ensuite, amélioration de productivité de l'ensemble des installations, consommer de l'électricité issue du renouvelable, et enfin produire notre propre électricité renouvelable sur des panneaux photovoltaïques, parce on a beaucoup de surface, et donc l'objectif, c'est de profiter de ces surfaces pour être également producteur. Pour le gasoil, ben, on en parlait, donc là, moi j'ai eu les personnes, les équipes qui ont été formées à l'éco-conduite, on a d'abord parlé de sensibilisation, et puis là, on va renouveler, donc à fin d'année, on y sera à 100% de véhicules électriques pour tous les véhicules de service. Pour le gaz naturel de chauffage, ben là, on va faire de la substitution d'énergie. Donc, on va commencer par diagnostiquer et améliorer la performance énergétique de nos bâtiments. Donc, c'est isolation de manière générale. Et enfin, c'est de renouveler nos chaudières par des pompes à chaleur. Par contre, pour le gaz naturel, donc là, c'est vraiment l'objet du webinaire dans lequel on est. Donc, on substitue, à terme, on va substituer l'ensemble de notre gaz naturel par du biogaz, par du gaz vert qui va être moins émetteur. Puis, à la fin, neutre en CO2 complètement. Avec également, nous, sur site, on a un projet d'installation de pyrogazéification. Donc, c'est très sympathique parce qu'on a un métier de base qui est de produire du caillou, comme on dit. On est des casseurs de cailloux à la base. Mais finalement, ben, ça mène à beaucoup de choses et ça permet de voir des choses très différentes. Donc, c'est très riche. Ensuite, ben, la plus grosse action, ben, ça va être la décarbonatation. Donc, vraiment agir sur la réaction chimique. Et donc là, on a des actions de captation de CO2. On a eu jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, un projet, un pilote de cryocaptation, donc captation par cryogénie du CO2. Donc le pilote, il revient en mai 2024. Mais on étudie également beaucoup d'autres possibilités parce qu'on sait bien que ça va être obligatoire si on veut faire survivre l'industrie chauffournière en France. Eh bien, on va devoir trouver le moyen de le capter et ensuite eh bien, de le compenser, de le valoriser, de le séquestrer, enfin peu importe les moyens. Puits de carbone également, parce que l'installation de pyrogazéification qu'on veut mettre en place, il aura un petit peu de biochar également et donc qui fonctionnera comme puits de carbone, même si c'est en faible proportion par rapport à l'ensemble des émissions que l'on a. Et enfin, on a le GNR de nos engins, donc le gazole non routier, avec le renouvellement de nos engins de chantier par des engins à faible puis à zéro émission. On n'est pas contre la rupture technologique. Équiper les engins de chantier de capteurs de pression pneumatique, parce que 1% de sous-gonflage, c'est 1% de consommation en plus. On substitue les énergies fossiles par des biocarburants. Et enfin, on va réduire l'ensemble de notre parc engin cible en électrisant le transport, donc en augmentant notre part de convoyage à bande, etc., en optimisant nos flux. Donc voilà, j'essaie d'être complet et rapide sur un extrait de notre plan de décarbonation, un plan qui se veut ambitieux, un plan aussi qui indique une direction, mais évidemment qui va être très dynamique, parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui évoluent. Enfin voilà, moi j'ai découvert plein de choses déjà dans le cadre de ce webinaire, et donc j'étais très content de voir des évolutions technologiques. Donc forcément, l'avenir va être plus simple aussi parce qu'il y aura des solutions. Aujourd'hui, il y a encore des zones un peu d'ombre, mais l'important, c'est d'être très moteur et d'être très dynamique sur ces sujets afin d'agir tous pour l'intérêt commun. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Rosini. Merci pour le partage de ces bonnes pratiques et de votre stratégie.
Avant de passer à la phase de questions-réponses, nous allons maintenant laisser la parole à Monsieur Guillaume Virmot, qui est délégué marché d'affaires pour les Hauts-de-France et pour la Normandie chez GRDF. Guillaume, c'est à toi. Hop, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. C'est parfait. Bon, bah écoutez, je voulais tout d'abord remercier tous les participants à ce webinaire, tous les intervenants également qui nous ont fait le plaisir de nous apporter leur témoignage et leur expertise sur le sujet de la décarbonation et des gaz verts, ainsi qu'aux organisateurs qui ont transpiré pour organiser tout ça. Donc, merci à toutes et tous. Moi, ce que je retiens, les principaux messages que je retiens des différentes interventions, c'est un, que les gaz verts sont incontournables pour atteindre aujourd'hui la neutralité carbone. On ne peut pas se passer d'une solution pour atteindre l'objectif collectif qui est de réduire drastiquement notre empreinte carbone, et j'ai envie de dire même notre empreinte environnementale au total, d'ici 2050. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des technologies éprouvées pour produire du gaz vert. Donc, on vous a parlé de la méthanisation, de la gazéification. On a vraiment tout un tas de technologies qui sont en train d'être développées, en train d'être mises à l'échelle, et dont le potentiel collectif, quand on les ajoute les unes aux autres, permettent de couvrir toute la demande de gaz qui est imaginée, qui est projetée pour 2050. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour la France. On a la chance d'être une grande puissance agricole, d'être une puissance, je veux dire, moyenne industrielle, mais on a les moyens de notre ambition de neutralité carbone grâce en partie au gaz vert. Donc encore une fois, il faut se saisir de cette opportunité. Et enfin, pour les clients industriels, on voit qu'il y a quand même différents mécanismes qui existent déjà, qui sont une réalité pour consommer du gaz décarboné. Donc, on a les garanties d'origine aujourd'hui. S'ajouteront à cela les BPA, les Biogas Purchase Agreement demain. Et donc, on est vraiment dans une situation tout à fait favorable. En tout cas, les conditions sont créées pour qu'on puisse consommer ce gaz vert qui sera produit partout en France aujourd'hui. Si jamais il vous reste d'autres questions sur tous ces sujets, j'espère que vous avez noté vos interlocuteurs GRDF en Hauts-de-France. Ah, mais ils apparaissent à l'écran, bravo, pour qu'on vous offre un accompagnement sur mesure pour vous aider dans vos réflexions sur vos stratégies énergétiques et vos plans de décarbonation, qu'on puisse partager toutes les bonnes idées et toutes les solutions, sachant que voilà, chaque situation, chaque client aura un mix, un bouquet de solutions différentes pour résoudre cette équation décarbonation et puis aussi rentabilité économique. Bon, ça, c'était un webinaire aujourd'hui sur les gaz verts, mais on va en faire un autre l'année prochaine sur d'autres leviers de décarbonation qui n'ont pas forcément été abordés ce matin, faute de temps, sur les questions de l'hydrogène et de la captation de carbone. Donc voilà, on vous donnera rendez-vous aussi l'année prochaine pour défricher, pour décrypter tous ces sujets et vous aider à prendre les décisions les plus pertinentes pour vous et puis les plus informées sur l'état de l'art des différentes technologies et des différents mécanismes économiques et réglementaires pour pouvoir en profiter. Parfait. Donc encore merci à tous. Merci beaucoup. Nous avons maintenant encore quelques minutes pour les questions. Alors, dans le fil de discussion, il y a deux questions qui ont apparu. Une question de M. Bonnard concernant la gazéification hydrothermale. Donc, normalement, on a abordé le sujet, mais est-ce que, M. Bonnard, vous avez d'autres de précisions attendues par rapport à cette technologie? Si vous voulez réouvrir votre micro.
Oui, bonjour. En fait, j'ai été déconnecté au moment de l'explication, mais bon, je ne vais pas embêter tout le monde. Si vous pouvez faire suivre les supports, je regarderai ça dans le support. En tout Bien cas, sûr, merci bien pour sûr. la qualité de ce webinaire. C'était vraiment très, très intéressant. Oui, les supports seront mis en ligne sur le site de la CCI ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Parfait. Eh bien, merci pour ça. Merci à vous. Il y avait une autre question de Monsieur Soré. Tout à l'heure, nous avons évoqué une baisse des consommations énergétiques significatives entre 2000 et aujourd'hui. Et la question que posait Monsieur Soré, c'est de savoir si effectivement il y avait une baisse des consommations, mais est-ce qu'elle était proportionnelle à une baisse des utilisateurs? Je ne sais pas si Julien, si Adrien, pardon, tu as la réponse ou Benoît. Adrien a dû quitter la visio. Non, c'est essentiellement dû à des baisses d'utilisateurs en partie, mais surtout en fait d'efficacité énergétique et de sobriété. Amélioration des C'est bien process. l'objectif qu'on se donne à l'avenir. Hein. C'est de garder en fait le même nombre de clients, hein, clairement. Par contre, des accompagner vraiment dans cette baisse et voilà, cet accompagnement vers la sobriété et l'efficacité. Alors, je vois une nouvelle question apparaître. Est-ce que Monsieur Mejri, vous souhaitez ouvrir votre micro pour la poser en direct? Oui, bonjour. Je voulais savoir combien vaut une garantie d'origine en termes de tonnes carbone. Quel est le coefficient réglementaire retenu? En fait, la garantie d'origine efface en totalité sur le scope 1 zéro. C'est zéro en fait. Zéro émission sur le scope 1. Non, je me suis mal C'est 0 gramme de exprimé. CO2. On avait dit que les garanties d'origine, vous avez dit que les garanties d'origine, elles sont recevables dans les systèmes ETS ou les systèmes SEC pour les quotas carbone. Du coup, si je dois convertir une garantie d'origine qui, elle est en mégawattheure en son équivalent carbone, ça vaut combien? 4, 5 tonnes de carbone épargnées ou... Il faudrait faire le calcul, mais le facteur d'émission à la base du gaz naturel, c'est 237 grammes CO2 par kilowattheure. Donc, si je veux une garantie d'origine, c'est 1 mégawattheure. Enfin, je vous renverrai la vérité. Mais voilà, ma question, est-ce qu'il y a un coefficient réglementaire? Parce que le gaz, on sait que c'est 225 kg de CO2 par kilowattheure. Le biogaz, ça dépend de son origine, etc. Et donc, est-ce qu'il y a un coefficient fixe et clair pour convertir tout ça, quoi? Ouais, je vous propose de vous répondre, Eric Hoffman, GRDF. Alors, dans le bilan carbone ADEME du biogaz, c'est 44 grammes par kilowattheure. Donc 44 grammes, c'est reconnu dans le BGS. Et voilà. Par contre, si vous êtes soumis quota carbone, sur le scope 1, si cette garantie d'origine, elle est certifiée RED 2, donc elle est certifiée renouvelable en gros, la valeur de l'émission prise en compte dans vos bilans carbone, elle est de 0. Donc ça dépend en fait. Donc si c'est dans le cas d'une RSE que vous faites votre bilan carbone, là on peut prendre 44 grammes via des calculs via le GHG protocole par exemple. Si vous êtes soumis ETS, il faut juste s'assurer qu'elles soient certifiées RED 2, mais demain elles seront toutes certifiées RED 2, hein, sinon on ne pourra plus injecter. Donc elles seront certifiées RED 2 et là la valeur elle est à 0. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est bon, merci. Parfait. Y a-t-il une dernière question? Écoutez, c'est parfait. On a tenu le timing. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants, merci à la CCI de nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Et puis donc, comme nous l'a dit Guillaume tout à l'heure, rendez-vous en 2024 pour un nouveau webinaire sur l'hydrogène et sur la captation du carbone. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.